La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et puis bonjour l'Afrique, bienvenue dans Grand Angle. Grand Angle aujourd'hui, je suis triste dans mon studio, je suis tout seul, d'habitude il y a Ahmed Ben Saada, le docteur Ahmed Ben Saada qui m'accompagne dans cette émission, il y a monsieur Zine Sharfawi, notre spécialiste géopolitique du Sahel, qui malheureusement aujourd'hui, on lui souhaite un prompt rétablissement, il a un rhume assez sévère. Donc, il va revenir très bientôt, Inch'Allah. Mais j'ai un autre ami qui nous est très cher, c'est M. Majed Naama, qui était directeur d'Africasie, ou 2A aujourd'hui, à partir de Paris. Donc, j'ai Dr Ahmed Ben Saada, vous êtes à partir de Montréal. Bonjour et merci d'être là. Alors, bonjour Monsieur Mediouni, bonjour Majed et bonjour l'Afrique, bien sûr. Merci. Et alors, Monsieur Majed Naama de Paris, bonjour et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation. Ouais, c'est toujours un plaisir d'aller avec vous. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir d'apprendre de vous aussi. Donc aujourd'hui, on va parler des élections présidentielles en Égypte. Et ma question est que dans ce contexte de guerre régionale qui peut à n'importe quel moment se propager dans toute la région du Moyen-Orient, comment se fait-il que ces élections présidentielles, M. Abdel Fattah el-Sisi, qui est encore candidat pour un 3e mandat, n'a pas reporté ces élections où il est donné favori. Ces élections ont commencé hier, dimanche. Il est donné favori justement pour ces élections. Donc, comment analysez-vous le fait que ces élections soient maintenues dans un contexte assez difficile? Je rappellerai juste que lors de la campagne électorale, le président Sisi ne s'est pas exprimé sur son bilan et n'a participé à aucun meeting politique. Pourtant, l'économie égyptienne s'effondre, l'inflation atteint 40% et les prix des aliments ont flambé de près de 30% pour la population du pays. Et plutôt, près de 30% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. En 10 ans, la société civile, elle est un peu muselée, mais le Raïs préfère détourner le regard vers la guerre entre le Hamas et Israël, dont il entend être un acteur incontournable pour plusieurs raisons. Alors, messieurs, à vous deux, est-ce que c'est cette raison-là qui, disons, qui prospère un peu, il a voulu prospérer un peu sur cette guerre entre le Hamas et Israël et l'État sioniste. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il n'a pas remporté les élections? Alors, le premier, je laisserai Majed si Ahmed permet. Écoutez, la situation en Égypte est vraiment désolante. Comme vous l'avez dit, l'Égypte était emportée, ravagée par le mal nommé printemps arabe, qui a amené les frères musulmans au pouvoir, mais qui ne sont pas restés longtemps. Et l'armée a repris, à la faveur d'une contestation populaire sans égale, a repris le pouvoir. Et Sisi, si l'on peut dire, c'est le produit de ce coup d'État, si vous voulez. Il gouverne actuellement en menant une politique économique ultralibérale qui a mis dans plus que 40% des Égyptiens dans un état de pauvreté, sous le seuil de pauvreté, et parce que là c'est vraiment une économie qui veut se présenter comme libérale, comme efficace, mais finalement on voit que l'Égypte est surendettée, le pouvoir d'achat est par terre, et s'ajoute à cela une politique étrangère qui a vraiment abaissé l'Égypte qui était considérée avant, jusqu'à la guerre d'octobre 73, comme un pays leader du monde arabe, un pays qui avait son nom, qui
qui s'opposaient à Israël avec les accords de Camp David. L'Égypte, certes, a récupéré le Sinaï, occupé en 67, mais elle a perdu son identité, son âme et son rôle dans la région. Donc maintenant, il y a beaucoup qui disent que s'il se presse, s'il y a un empressement à maintenir les élections, quoi qu'il arrive, malgré Gaza, qui est quand même frontalier de l'Égypte, c'est peut-être qu'il y a, selon certains, c'est que Israël s'apprête à expulser une bonne partie de la population de Gaza vers le Sinaï. Et si ça se produit maintenant, avant les élections, c'est la voie ouverte à une révolution au sein à tous les niveaux, populaires et même au sein de l'armée, qui peut être tentée encore une fois d'expulser Sisi et mais pour quelle politique, c'est ça, parce que jusqu'à maintenant, malgré cette catastrophe, l'Égypte tient au traité de la soumission de Camp David, alors que l'occasion se prête maintenant pour la déchirer. Parce que Israël n'a rien respecté. D'ailleurs, Israël, si on revient un peu en arrière, rappelons-nous, 2 ans après la signature de Camp David, Israël a occupé le Liban. Et la première capitale arabe, Beyrouth, a été occupée avant d'être chassée par la résistance. Donc, et puis, n'oublions pas aussi que l'Égypte de Moubarak avait participé à la guerre contre l'Irak, et celle de Sisi, de Morsi, a décrété le djihad contre la Syrie, c'est-à-dire qui est considéré comme faisant partie de l'Union de la République arabe unie de 58 et 61, et l'armée égyptienne et syrienne on les appelle la première armée et la deuxième armée. Donc, et c'est ce qui a amené Sisi au pouvoir. Voilà, maintenant, malheureusement, le pouvoir égyptien est tellement lâche et cela fait honte à la population égyptienne, qui est quand même patriotique et nationaliste. Et je pense quand même l'armée laisse passer, malgré les consignes officielles, beaucoup d'aide et beaucoup d'armes aux résistants de Gaza. Donc, est-ce que ce jeu jusqu'à court va durer? On n'en sait pas, parce qu'on n'est pas à l'abri de grands séismes géopolitiques dans la région, qui peut commencer par l'Égypte. D'accord. Alors, oui, et je rappellerai aussi pour l'histoire que l'Égypte a occupé Gaza à un certain moment de l'histoire. Oui, elle a administré, c'est-à-dire contrairement à la Jordanie, qui elle, a annexé la Cisjordanie, l'Égypte de Nasser n'a pas voulu annexer Gaza. Au contraire, elle l'a administré, elle a développé une résistance à l'intérieur de cette bande, de ce territoire. C'est pour ça je l'ai maintenant la férocité et la force de la résistance gazaoui vient en quelque sorte de cette période-là. Parce que vous aviez tous les mouvements de résistance, le FPLP, les nationalistes arabes. À l'époque, les islamistes n'étaient pas présents, Hamas n'était pas né encore. Il a fallu 1987 à l'issue d'Oslo, de Camp David, pour que le Hamas voit le jour. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, vous en pensez quoi, vous, justement, sur ces élections, et pourquoi elles sont toujours maintenues, et tous les observateurs donnent Abdel Fattah Sisi vainqueur de ces élections. D'ailleurs, les 2 candidats qui sont, je vais vous les donner. Alors, il y a monsieur Abdel Samad Yamama, qui est du parti Wafd. Il y a aussi Hazm Omar, du Parti populaire républicain, mais les observateurs disent que ces 2 figures ne sont pas des figures très connues en Égypte, justement, pour concurrencer Sisi pour cette élection. Oui, j'ajouterai à cela la candidature de Farid Zahran, qui est du Parti égyptien démocratique et qui est un parti de gauche, en fait.
Pour donner du crédit un peu à la thèse du maintien des élections, on doit admettre que faire des élections dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, c'est pas évident du tout, surtout que lorsqu'on a 67 millions d'électeurs. Donc déjà, c'est pas facile de faire cela. Mais je dirais que même si ça se faisait, ça serait reporté avec des candidats opposés au président Sisi de cette trempe. Le président Sisi va l'emporter haut la main. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est le taux de participation. Je rappelle que le taux de participation en 2014 était de 47% et qu'il a diminué à 41,5% en 2018. Donc, il faut voir cet indicateur, voir si, justement, le président Sisi va être réélu avec une forte participation. Parce qu'en fait, les scores sont des scores un peu, je dirais, très très haut, c'est beaucoup plus en fait le taux de participation qui va donner un indicateur à cela. Ce qu'il faut ajouter à ce qu'avait dit mon ami Majed, il faut dire que si on considère par exemple la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté ou juste au-dessus du seuil de la pauvreté, on enregistre 2/3 de la population avec une inflation de 40%. Et il y a eu une dévaluation, il y a à peu près une année, une dévaluation de la livre égyptienne de près de 50% pour répondre aux exigences du FMI. Donc la situation économique de l'Égypte est très délicate actuellement. Et donc la politique ultralibérale qui est menée par le président Sisi ne se voit pas dans le terrain parce que, justement, nous avons des indicateurs très, très, très mauvais. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'avenir n'est pas très rose parce que si on considère le problème du barrage en Éthiopie qui va couper l'eau potable, l'eau du Nil, vers l'Égypte. Et si on considère aussi ce qu'on a connu récemment, c'est-à-dire l'ouverture du canal de Ben Gourion, il faut donc on ne prédit pas des bonnes choses pour l'avenir de l'Égypte. Donc il faudrait des politiques beaucoup plus sociales pour aider les gens à s'en sortir. De notre côté, le président Sisi a, comme d'après les spécialistes, a bénéficié justement de cette tragédie de Gaza, de ce massacre sauvage des populations palestiniennes par l'armée de l'État hébreu, pour justement s'occuper que de ça et que tous les médias ne parlent que de ça, ne parlent pas de l'élection. Donc c'est ça aussi, c'est un subterfuge qui est souvent utilisé par les candidats pour ne pas parler des bilans qui est, on va dire, honnêtement, qui est catastrophique pour l'Égypte. Et autre chose, c'est que nous n'avons pas vu une action, téméraire de l'Égypte, parce que l'Égypte a des clés quand même, elle a des clés pour résoudre tout ce qui se passe à Gaza actuellement. De deux manières, elle a le canal de Suez, et on a souvent dit pourquoi l'Égypte n'a pas exigé la fermeture du canal de Suez pendant un certain temps, pour au moins qu'il y ait un cessez-le-feu au niveau de Gaza. Et autre chose, c'est cet accord de Camp David qui ne permet pas à l'Égypte de contrôler la frontière de Rafah. C'est assez surprenant que jusqu'à maintenant, l'Égypte ne peut pas faire rentrer des vivres, n'importe quoi, ou serait-ce qu'une aiguille, à coudre dans Gaza, sans la permission de l'État hébreu. C'est assez incompréhensible. Le territoire de Gaza est un territoire palestinien. Normalement, on devrait avoir des accords avec l'État palestinien et pouvoir entrer, aider nos frères palestiniens. Et je dois, comme nous l'avons souvent mentionné, faire un distinguo clair
entre le gouvernement égyptien et le peuple palestinien, le peuple égyptien, parce que le peuple égyptien est un peuple très très amoureux de la Palestine. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine, un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Alors, vous me faites rappeler justement cette contradiction, parce que lui, il a basé toute sa campagne électorale, qu'il n'a pas faite, je précise, mais qu'il a utilisé cette crise ou cette guerre entre le Hamas et l'État sioniste et l'armée sioniste pour justement cette contradiction. C'est par le canal de Suez que les porte-avions américains, les sous-marins américains, les transporteurs de munitions transitent pour aller vers Israël. Donc, comment que le peuple va voir justement cette position c'est pour cela que c'est vrai, vous avez raison, Dr Ahmed Ben Saada, de parler que l'échec des élections sera dans le taux de participation. Est-ce que les gens ne vont pas se désintéresser de ces élections à propos de la position de Sisi qui n'est pas tranchée, qui n'est pas tranchante plutôt. Hein, Dr Majed? Oui, écoutez, là, comme vous venez de dire, il y a deux catastrophes actuellement en Égypte. C'est la catastrophe économique, et là, ça vous montre aussi quand même que ceux qui ont vendu le mythe que l'ouverture avec l'alliance avec l'Occident, ça va amener la prospérité, le progrès, etc. Maintenant, l'Égypte n'est que l'ombre d'elle-même. C'est un pays réduit à l'état de mendicité, sans les donations et les prêts des pays du Golfe et de l'Occident. L'Égypte s'effondrerait. Donc il y a l'économie, il y a aussi le séisme politique, géopolitique, parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé mon ami Ben Saada, que quand on parle du blocus de Gaza, de la transformation de ce territoire de 364 km² en prison à ciel ouvert, il faut dire qu'il y a deux gardiens de cette prison, c'est Israël et c'est l'Égypte. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc voilà, est-ce que le peuple palestinien, Sisi, quand il est arrivé au pouvoir, il a détruit tous les tunnels qui permettaient plus ou moins à la population de Gaza de se fournir en aliments et même en armes. Donc il était beaucoup plus coriace, beaucoup plus encore implacable que Moubarak et que Sisi. Voilà, donc l'Égypte, quand on parle de la catastrophe que vit actuellement la population de Gaza, il faut pointer du doigt ces deux pays qui sont complices dans ce génocide sans nom que vit la population. Voilà, c'est d'ailleurs pour le monde arabe, surtout venant d'un pays comme l'Égypte, qui avait connu son heure de gloire sous Nasser, qui était le symbole de la dignité retrouvée de l'Égypte. Et maintenant, Sisi n'est que le symbole de la décadence et de la servitude et de la soumission totale à l'Occident. D'ailleurs, ça me rappelle la fameuse phrase de Sadat qui disait que 99% des cartes sont entre les mains des États-Unis. Maintenant, justement, Monsieur Majed, la même perception, même si les États-Unis sont dans le déclin et l'Occident aussi vient de perdre en Ukraine, et puis il n'est plus que l'ombre de lui-même. Voilà, donc il faut un sursaut, et le peuple palestinien, égyptien l'attend impatiemment. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que, justement, je rejoins ce que vous êtes en train de dire, ce qu'a dit le docteur Ahmed Ben Saada, que l'influence de l'Égypte dans la région a diminué ces dernières décennies, ce que dit aussi Mustafa Al-As'al, journaliste égyptien et chercheur non résident au Tahrir Institute. Les marges de manœuvre diplomatiques de l'Égypte dépendent de l'approbation des États-Unis, des pays du Golfe.
Donc on revient à la mendicité, entre guillemets, c'est que l'Égypte a besoin d'argent pour son économie et c'est pour cela qu'actuellement, elle doit satisfaire beaucoup plus les intérêts des États-Unis et les États pourvoyeurs de dollars que la cause palestinienne aussi. Hein, docteur Ahmed Ben Saad? Oui, bien sûr. En fait, il y a un autre aspect que j'aimerais souligner, c'est le fait que le Hamas fait partie des frères musulmans et que Abdel Fattah al-Sisi a combattu de manière très féroce les frères musulmans et en particulier lorsqu'ils étaient dans le Sinaï. Donc cette région du Sinaï où il y a eu énormément de combats après justement la destitution du président Morsi, on le voit maintenant avec des risques de voir des populations palestiniennes y être installées. Et donc il y a donc un problème, disons, idéologique avec le président Sisi. Alors que normalement, que ce soit Hamas ou un autre groupe, ce qui doit compter dans la balance, c'est justement la vie des innocents, la vie des Palestiniens. C'est pas en fait, le choix idéologique, parce que avant il y avait l'OLP, maintenant il y a le Hamas, demain il y aura notre mouvement jusqu'à la libération totale des territoires palestiniens. C'est la loi de l'histoire, en fait, elle est comme ça, elle est faite comme ça. Et en fait, l'histoire de l'Algérie est un très bon exemple pour montrer qu'il y a eu des révoltes et des révolutions successives jusqu'à l'indépendance totale en 1962. Donc, il y a cet aspect qui est très, très, très important, dont on doit tenir compte. Et autre chose, il y a aussi, par exemple, le rôle des Émirats aussi, qui n'ont pas de très bonne, disons, une très bonne attitude envers les frères musulmans, qui jouent un rôle qui n'est pas très très clair dans cette histoire, et même qui sont opposés à des résolutions fortes qui étaient présentées par les pays arabes et les pays islamiques. En outre, vous avez l'Égypte et les Émirats qui sont très impliqués dans le dossier libyen et qui soutiennent la partie est, qui est la partie du général Haftar avec les Russes. Donc, vous voyez, si on parle de géopolitique, il faut regarder la carte de manière très large pour pouvoir comprendre les enjeux qu'il y a au niveau du Nil, les enjeux qu'il y a au niveau de la Libye, les enjeux qu'il y a au niveau de la Palestine, et regarder les intérêts de chacun pour comprendre la situation actuelle. Docteur Ahmed Ben Saada et M. Majed, vous avez tous les deux souligné, et malheureusement aujourd'hui nous arrivons pratiquement au terme de cette émission, mais on va continuer dans ce sens pour les minutes qui nous restent, les 3 minutes. Vous avez tous les deux insisté sur justement le Hamas, alors que ce n'est pas le Hamas, c'est la résistance palestinienne, ce que les gens doivent comprendre. C'est, vous savez, il y a de tout. Il y a des chrétiens palestiniens qui combattent aux côtés de la résistance palestinienne du Hamas ou du djihad islamique. Et même si, dans le projet sioniste, avec l'approbation des États-Unis, de déplacer la population de Gaza sur le Sinaï, même Abdel Fattah al-Sisi considère ça comme une bombe à retardement, parce qu'aujourd'hui, avec les massacres qu'on voit, ces massacres d'enfants et de femmes qui font le tour du monde, tout le monde est devenu Hamas aussi. N'est-ce pas, M. Majed? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si vous voulez, je veux seulement clarifier un point concernant le Hamas, parce que le Hamas, c'est vrai que au départ a été créé par les frères musulmans, et on a vu comment le Hamas a joué un rôle néfaste dans ce qu'on appelait le printemps arabe en Syrie, mais on oublie qu'il y a eu un coup d'État au sein de cette organisation de résistance palestinienne. Ce sont les résistants qui ont pris le pouvoir, et ce n'est pas une surprise qu'on voit, par exemple, Ismail Haniyeh
le fondateur, l'autre aussi, l'ancien, son prédécesseur se trouve au Qatar et non à Gaza. Donc, ils ont une indépendance, ils se sont réconciliés avec la Syrie, ils sont équipés par la résistance libanaise et formés par la résistance libanaise. Donc, moi, je ne réduis pas le conflit seulement au Hamas. Parce qu'à Gaza, il n'y a pas que le Hamas, il y a le djihad islamique, il y a aussi le FPLP qui est de tendance marxiste et anciennement était issu du mouvement des nationalistes arabes. Donc c'est toute la population de Gaza qui est engagée dans cette bataille de la dignité et de la libération. Et c'est ce qui fait peur à Sisi, qui continue malgré les développements, malgré le changement de rapport de force sur la scène régionale et mondiale, à s'accrocher au traité scélérat de Camp David et aussi à son alliance avec les États-Unis. Mais je vous rappelle quand même, en 1948, quand il y a eu la Nakba, la première Nakba, quelques années plus tard, la monarchie égyptienne a sauté, et c'était la révolution égyptienne du 23 juillet 1952. Et en 67, on a vu aussi un changement de plusieurs pays du monde arabe ont changé. En premier lieu, la monarchie libyenne a aussi été renversée. Le Soudan aussi, le régime pro-occidental du Soudan a été renversé. Donc maintenant, à mon avis, les conséquences de Gaza, quels que soient les résultats, vont produire le même scénario, et puis on va assister à un changement radical dans le monde arabe. Merci beaucoup, monsieur Majed Nama. Vous avez été avec nous à partir de Paris. Je vous remercie. Je donnerai 30 secondes au docteur Ahmed Ben Saada pour conclure. Alors, pour conclure, je dirais que ce soit Hamas ou que ce soit un autre groupe qui se bat pour la Palestine, pour la libération de la Palestine, nous serons toujours avec eux. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada, à partir du froid glacial de Montréal. Je vous souhaite de bien résister, parce que nous, on va déjà à la plage. Là, je vais aller à la pêche. Et puis, voilà, souhaitant prendre rétablissement à notre ami Zine Cherfaoui. Vous avez été avec nous à partir de Montréal. Majed Nama, vous avez été avec nous à partir de Paris. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Et puis, paix à l'Afrique. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir. Allah, 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 Allah. Yàlla di la sàmm ba nga am juróom-ñeenti weer mu wàcc la ci àdduna bi boole ca nag ay xéwali xéwal boo ko tooñee boo jéggaloo mu baal boo ko ñaanee mu may la nga sant ko mu dolli la laajul lu dul nag ma jaamu laajul lu dul nag ma jaamu yow boo goree war ko jaamu sant ko sunu borom bi waahidun kenn la amuma sunu borom bi waahidun la ilaha illallah sunu borom bi waahidun kenn la amuma sunu borom bi waahidun buur bi Yàlla moo ñu gën a gore buur bi Yàlla moo ñu gën a gore ndax léeg-léeg nga topp xéewal yi ba fàtte ko képp ko neexoon ci diir bu gàtt
kenn dootul xam fu sa buntu kër féete loo mën a nekk ci àdduna war nga caa boole jaamu yàlla def ay digleem bàyyi ay tereem te bañ a woote benn góor bu dul yàlla sunu borom bi waaxidun kenn la amuma sunu borom bi waaxidun la ilaha illallah sunu borom bi waaxidun kenn la amuma sunu borom bi waaxidun la ilaha illallah yàlla nañu yàlla buur bi xiir ci boppam ci barke sunu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla xiir ci boppam bi jaahi jaadu Cheikhuna Sanusi jaadu Cheikhuna Sanusi mami Cheikh jaadu Cheikhuna Sanusi urdu Cheikh Ahmed Fall jaadu Cheikhuna Sanusi 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 mami Cheikh Sadim jaadu Cheikhuna Sanusi 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 Talibun khayal